Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sport et la prévention et le traitement des blessures. Donc, c'est un webinaire qui est proposé par le laboratoire Soriavi. Écoutez, on va pas tarder et puis commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais très rapidement me présenter à la fois mon parcours professionnel et sportif. Je vais également rapidement expliquer ce qu'est l'approche naturopathique, juste pour bien que tout le monde soit au même niveau d'information. Ensuite, on va parler vraiment de l'approche de prévention des blessures, qui est vraiment celle qu'on souhaite mettre en avant. Et après, donc, je donnerai quelques exemples de gestion des blessures par la naturopathie, en sachant, vous vous doutez bien que je n'ai pas pu tout traiter, donc je donne quelques exemples maintenant. S'il y a des questions donc à l'issue de cette présentation qui devrait durer, je l'espère, entre 40 et 45 minutes, en fait, ça laissera la part belle aux questions que vous voudrez me poser. Alors oui, petite info justement concernant les questions. Je vous propose de les noter, soit vous pouvez les envoyer sur le chat, soit vous les noter mentalement. Et puis, je vous propose de me les poser à l'issue de la présentation parce qu'il est possible que je vous apporte des réponses à vos questions au fur et à mesure que je vais dérouler les planches. Alors, très rapidement, donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Alice Collet, j'ai 46 ans. Je suis de formation ingénieure. J'ai travaillé dans l'industrie pendant quelques années. J'ai fait une première reconversion professionnelle dans le monde de l'environnement et du développement durable. Et assez récemment, hein, donc il y a 6 ans, j'ai entamé une formation de naturopathe. Alors en fait, cette formation, elle était surtout pour moi à l'époque, notamment pour ma pratique sportive, parce que je pratique du sport de manière assez intensive. Je savais que je faisais pas mal de choses pas correctement, mais j'avais vraiment envie de comprendre pour mettre en œuvre des changements nécessaires. Donc c'est pour ça que j'ai suivi cette formation. Et puis en fait, pendant la formation, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire. Et donc je me suis installée en tant que naturopathe. Donc je fais beaucoup de conseils en nutrition, en plantes, en huiles essentielles, mais aussi en hygiène de vie. Bien sûr, j'accompagne beaucoup les sportifs, mais aussi beaucoup tout ce qui est perte de poids, problèmes de digestion, entre autres. Vous verrez que la naturopathie s'applique vraiment à beaucoup de problèmes différents. Je donne des conférences ou des webinaires comme aujourd'hui, je rédige des articles, j'interviens dans des entreprises. Et puis, bon, j'ai aussi la particularité d'avoir un époux qui est accompagnateur en montagne. Et du coup, on organise des séjours ensemble, que ce soit des séjours de trail ou des séjours de rando. Donc, vous voyez sur cette slide le site internet où vous verrez toute son offre, l'offre groupée que l'on a tous les deux. Voilà, dernière petite chose, j'organise aussi des ateliers d'initiation aux huiles essentielles. Donc là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou bien aller voir mon site web où vous verrez toutes les informations à ce sujet. Alors, je vous disais que je suis très sportive. En fait, moi, on va dire mon sport de prédilection, c'est le trail, donc la course à pied en montagne. Je vais beaucoup parler en fait de tout ce qui est en lien avec la course à pied parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs, mais bien entendu, les conseils que je vais donner aujourd'hui s'appliqueront à n'importe quel sportif, que ce soit un nageur, un cycliste, ça fonctionnera également. Ou un randonneur, il n'y a évidemment aucun problème à appliquer ces conseils à tous les sportifs. Voilà en quelques mots. Ah ben voilà, deux petites illustrations sympathiques. Donc simplement pour illustrer la pratique, hein, c'est que pour moi c'est surtout du plaisir avant tout. C'est quelque chose que je partage en famille et puis bon, la naturopathie m'a vraiment apporté énormément dans ma pratique sportive. Vous allez comprendre pourquoi. Assez parlé de moi, je vais un petit peu parler de l'approche naturopathique et pour que vous compreniez bien pourquoi cette approche naturopathique est intéressante dans la pratique sportive, dans une pratique de prévention pour durer. L'approche naturopathique, elle prend en compte l'individu dans sa globalité, donc elle ne va pas juste se concentrer sur un symptôme. Donc si typiquement on est dans le cadre d'une blessure, on va essayer de comprendre pourquoi cette blessure est apparue et pas juste prendre des anti-inflammatoires pour limiter le problème.
On travaille en naturopathie aussi avec des notions de prédisposition. On a tous des profils différents, mais on appartient quand même globalement dans des grandes familles majoritaires qui vont nous prédisposer à développer tel ou tel type de pathologie. Alors, si on est dans la catégorie des sportifs, il y en a certains qui vont développer plus facilement de l'arthrose, d'autres plus facilement de l'ostéoporose, d'autres qui vont plus facilement avoir des crampes. Vous voyez, donc c'est en fait grâce à cette approche, on arrive déjà à savoir un peu quelle est la corde sensible de la personne. Troisième élément vraiment très important, et encore plus dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est que la naturo, c'est une visée préventive. On cherche avant tout à éviter les problèmes plutôt qu'à juste les traiter. Vous conviendrez avec moi que c'est plutôt sympa dans le cadre des blessures sportives. Alors, pour ça, on s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'alimentation. On dit une alimentation saine et vivante, je pense que vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. En gros, c'est on évite tout ce qui est industriel. Mais bien entendu, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le détail. Donc là, il s'agit d'avoir cette alimentation correcte toute l'année, plutôt de type anti-inflammatoire, alcalinisante, et on va voir tout ça dans les détails. Deuxième pilier, c'est la gestion du stress et des émotions. Alors là, on pourrait se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que ça a de l'intérêt? Si, ça a un intérêt parce que le stress, le sommeil ont des impacts très très forts sur le fonctionnement du corps humain. Et ça peut être des causes de blessures. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Troisième pilier sur lequel on s'appuie en naturo, c'est l'activité physique et les respirations. Alors, c'est sûr que là, on va être plus dans le côté entraînement, étirement, récupération, technique de course, éventuellement le matériel. Tout ça rentre dans ce troisième pilier qui est aussi important que les deux autres. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce pilier-là parce que, bien entendu, il fallait faire des choix. Sinon, j'aurais pu parler pendant une demi-journée, je pense. Mais on va bien développer les deux premiers. Alors, blessure, quelles sont les causes? Donc, c'est un petit récapitulatif. Donc, on a une mauvaise nutrition, mauvaise alimentation et nutrition, un manque de sommeil, une mauvaise technique, un entraînement qui est inadapté, un matériel qui est inadapté, ou bien le stress. Et puis alors, quand on en cumule plusieurs, là, je ne vous dis pas, ça fait un cocktail détonnant où on peut avoir des blessures chroniques à répétition qui reviennent au fil des années. Donc, une fois de plus, c'est pour ça que vraiment, il est important quand on cherche à prévenir ou quand on cherche à traiter une blessure, à vraiment prendre du recul et bien essayer de comprendre quelles sont les causes, où est le problème pour essayer de supprimer ces causes, voire de remonter encore plus loin, comprendre la cause de la cause. Des fois, c'est pas mal de revenir encore un cran en arrière. Alors, comment on fait tout ça? Bonne question. Alors déjà, donc les piliers fondamentaux. Donc, faire du sport régulièrement permet de mourir en meilleure santé, c'est pas mal ça, c'est je trouve un bon petit dicton. Mais effectivement, c'est finalement pas si bête que ça, c'est rigolo. Donc, vous l'avez compris, dans les piliers fondamentaux, on a l'alimentation préventive, la gestion du sommeil et du stress, une complémentation éventuellement, mais c'est quand même souvent nécessaire dans la pratique sportive, avec le soutien des plantes et des micronutriments. Et puis, donc, comme je vous disais, matériel, entraînement technique, qu'on ne va pas trop traiter aujourd'hui. De toute façon, moi, je ne suis pas coach sportif. On en parlera un petit peu peut-être dans la gestion du stress, mais voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc, c'est vraiment ces 3 premiers points qu'on va développer aujourd'hui. Alors, avant de détailler notamment la partie nutrition, je voulais revenir sur 12 règles d'or pour prévenir les blessures fréquentes. Premier point, alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, mais je trouve que c'est important, si vous êtes là déjà, de répéter des choses qui sont pourtant évidentes. Premier point, hydratez-vous correctement. Alors, je ne parle pas uniquement pendant une compétition, pendant une sortie, pendant un entraînement, mais vraiment au quotidien. On s'hydrate correctement alors on n'attend pas d'avoir soif, on boit régulièrement toute la journée, avec de l'eau, que ce soit du robinet, des eaux minérales, avec des fruits et légumes qui vont nous apporter de l'eau, avec des boissons végétales, c'est vrai que j'ai mis lait, ce sont des boissons végétales. Le lait, vous verrez qu'on va essayer d'éviter, en tout cas tout ce qui est produits laitiers de vache, dans le cadre de la prévention des blessures. Des tisanes sans problème, thé et café avec modération et peu d'alcool.
Premier point. Voilà, tout de suite, comme ça, le décor est planté. Deuxième point, si ma présentation veut bien répondre, voilà. Ça paraît peut-être incongru, mais il est important là aussi de prendre soin de ses dents. Pourquoi? Quand on a une mauvaise hygiène dentaire, donc on a une prolifération de bactéries, qu'on ait des caries ou qu'on n'en ait pas, la prolifération de ces bactéries entraîne une inflammation, quoi que vous fassiez. Il va y avoir une réaction de votre système immunitaire. Si l'inflammation est importante et que la réaction de votre système immunitaire est importante, ça peut causer des réactions inflammatoires, pas du tout en lien avec la bouche. Hein. C'est assez connu que quand on a des tendinites à répétition notamment, donc une réaction inflammatoire, une inflammation du tendon, il faut voir du côté de votre dentiste, vérifier que vous n'avez pas de problème dentaire. Également, une mauvaise occlusion peut causer des tensions répétées au niveau de la mâchoire. Là aussi, ça peut avoir des répercussions, hein, tout est lié. Ça peut avoir des répercussions sur vos tendons et donc provoquer ces blessures qui sont non souhaitées. Donc, prendre rendez-vous chez le dentiste, prendre rendez-vous chez un ostéopathe, je pense que c'est deux choses intéressantes quand on a notamment des maladies, des blessures inflammatoires chroniques de type tendinite. Tout ce qui se termine en it, hein, c'est inflammatoire. Troisième point, soignez votre couchage. Alors là, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une literie qui soit ferme, hein, pas le truc tout mou où on s'enfonce, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça peut aussi causer des douleurs. Un oreiller est important pour garder la courbure naturelle de la colonne, mais pas trop volumineux non plus, parce que sinon, ça va créer des tensions au niveau de la nuque qui vont se répercuter là aussi sur le reste du corps. Le sommeil, on le recommande en position fétale. C'est là qu'il y a le moins de tensions qui sont provoquées sur votre corps. Et puis, quand le réveil sonne, alors réveil doux, je ne parlais pas du réveil en lui-même, mais c'est quand vous vous levez, il ne s'agit pas de bondir hors du lit, parce que là, en fait, vous risquez notamment de vous faire mal au lombaire. Vous couchez, vous tournez et vous vous levez en mettant les pieds au sol. C'est vraiment la meilleure manière pour se lever sans se faire mal au dos notamment. Le mal du siècle. Quatrième conseil, les positions de la vie courante. Alors là, on est plus dans la limitation de tout ce qui est problème de dos, du haut vers le bas. Françoise, il faudrait peut-être juste couper. Il doit y avoir des micros qui sont ouverts. Moi, j'entends un petit peu des choses. Donc, notamment, position au bureau, position debout pour porter des charges. Alors, c'est des choses qui sont énormément développées avec le télétravail. Hein. Il faut faire hyper attention à sa posture parce que là, sinon, c'est pareil. Des problèmes de tendons ou des problèmes de dos nerveux assurés. Hein. Donc, à la fois quand on est assis, quand on soulève des charges, quand on reste debout toute la journée, il faut faire très attention à sa posture. Ensuite, cinquième conseil, c'est d'avoir des chaussures adaptées. Alors là aussi, c'est vrai que ça tombe sous le sens, hein, mais moi, je vous conseille vraiment de vous faire conseiller, c'est le cas de le dire, de ne pas acheter vos chaussures sur Internet, ou en tout cas, pas la première fois, d'éventuellement porter des semelles podologiques, donc d'aller voir un podologue pour faire un bilan, et de changer régulièrement vos chaussures si vous êtes un coureur. Là, bien entendu, ce sont des conseils pour la course à pied. C'est des choses qui s'adaptent à tous les autres matériels. Il faut avoir du matériel adapté. Quand on fait du vélo, il faut faire un bilan posturologique chez le Vélo6. Parce que sinon, en fait, ça peut créer vraiment de gros désordres et ça peut être de vraies explications de blessures à répétition. En ce qui concerne les pieds, donc toujours si le pied est un point important dans votre pratique sportive, il faut les traiter. Hein. Quand vous avez des problèmes de type durillon, cale ou corne, c'est à traiter parce que si vous le laissez, ça risque de modifier votre posture et avec le temps, avec les répétitions de choc, ça risque de créer des lésions ou des inflammations. Le septième point, c'est l'échauffement. Alors moi, je trouve que c'est très important de s'échauffer, ne serait-ce que pour augmenter la température corporelle. Donc, il ne s'agit pas de partir comme ça, pied en tête, en piscine, sur le vélo ou en course à pied, et tout de suite se lancer dans des séries d'accélération. Il faut bien entendu partir tout doucement, faire monter votre température corporelle pour assouplir tous ces tissus conjonctifs.
les tendons, les ligaments, les muscles, tout ça a besoin d'être réchauffé. Donc, on y va mollo en début de séance. 8e règle très importante, c'est d'augmenter l'entraînement progressivement. Allez-y petit à petit. Au début, on commence, quand on se met à la pratique sportive, on y va tout doux. Si je prends toujours l'exemple de la course à pied, on commence par des alternances course à pied et marche. Et puis petit à petit, on augmente la course à pied et on marche presque plus. Et puis au bout d'un moment, on arrive à courir tout du long. Et puis après, si on fait un petit peu des côtes, au début, on va marcher. Et puis petit à petit, on va arriver à courir dans les montées aussi. Ensuite, en termes de durée, c'est pareil. Il faut y aller petit à petit. Au début, ça va être 20 minutes, 30, 40, on monte à 1 heure, 2 heures, etc., etc. Si on veut tout de suite partir dans un marathon, si on veut tout de suite partir dans un ultra-trail, il y a fort à parier qu'on se blesse. Donc, il est vraiment important de respecter la progressivité. C'est tout simplement le phénomène d'adaptation de votre corps. Un point aussi auquel on ne pense pas toujours, c'est l'eau, les bienfaits de l'eau. On peut faire à la maison ce qu'on appelle une douche écossaise. Donc, je vous invite à tester ça. Ça permet vraiment de limiter tous les problèmes tendineux, musculaires ou inflammatoires d'une manière générale. Alors, il s'agit très simplement de faire progressivement augmenter votre température de l'eau jusqu'à environ 40 degrés. Ensuite, vous la redescendez moins progressivement, forcément à 20 degrés. Et puis, vous recommencez comme ça, monter, descente, monter, descente. Alors, vous ne faites pas ça à chaque fois, évidemment. À chaque fois que vous prenez votre douche. Mais je vous conseille de faire ça, par exemple, au moins 1 fois par semaine. En sachant que la période froide est 2 fois plus courte que la période chaude. L'idée, là, en fait, c'est vraiment de provoquer des chocs thermiques et donc une meilleure vascularisation de tous vos tendons, muscles, tous les tissus, une fois de plus, qui subissent beaucoup de chocs et beaucoup de traumatismes, micro-traumatismes pendant votre pratique. Donc, n'hésitez pas à pratiquer ça régulièrement. 10e point, là aussi, qui semble évident, mais qui, je le vois en consultation, n'est pas pratiqué très régulièrement, en tout cas pas souvent, ce sont les étirements. Moi, je vous conseille vraiment de pratiquer des étirements quotidiens et à froid, donc pas juste après la pratique, même si vous n'avez pas fait de sport. L'étirement se fait toujours dans la douleur, donc dans le respect de la douleur. On ne doit jamais avoir mal quand on fait un étirement. Si vous avez mal, c'est qu'il ne faut pas étirer le muscle à ce moment-là. Donc, vraiment, pensez à faire vos étirements très régulièrement, 10-15 minutes par jour. C'est l'idéal. Si par exemple, le soir, vous vous accordez une petite pause devant la télé, voilà, c'est un temps que vous pouvez prendre devant la télé. Point suivant, voilà, c'est facile à dire, mais moins facile à faire. Je suis la première à le savoir, c'est de limiter le stress. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est autant que possible, limiter ce que vous pouvez éviter. Ne vous mettez pas de pression inutile. Sachez que le stress, d'une manière générale, il aggrave la conséquence de tous les autres facteurs qu'on va voir ou qu'on a déjà vus. Et en fait, il empêche globalement le corps de bien fonctionner, le corps de bien réagir face à des situations d'alerte. Donc, il est vraiment important d'arriver à canaliser correctement votre stress si vous voulez là aussi limiter l'occurrence des blessures. Et puis le dernier point, qui est une bonne transition pour la suite, c'est que vous devez optimiser votre alimentation. Pourquoi? Parce que vous vous en doutez, quand vous avez des habitudes qui ne sont pas adaptées, ça cause des souffrances dans l'organisme et tout ce qui est réparation, élimination, détox va se faire de manière plus difficile. On parlera des intolérances, alors les plus connues étant le gluten et les produits laitiers, de vache principalement. Là, tout le monde n'est pas obligé d'éliminer ces produits-là. On verra qu'il faut simplement avoir une consommation raisonnable et raisonnée de ces produits. Mais il n'est pas nécessaire de les enlever complètement quand on a des blessures. Alors, rentrons maintenant dans l'alimentation avec tout d'abord les principes alimentaires de base. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir 3 repas par jour, de faire des collations le matin, surtout si on fait une pratique sportive entre midi et 2. L'après-midi me semble très nécessaire pour pouvoir attendre jusqu'au soir.
Un petit déjeuner qui va être pas vraiment le petit déjeuner classique français, un petit déjeuner qui sera plutôt gras et protéiné. Donc, le meilleur exemple, c'est des œufs, un petit peu de pain, des fruits à coque. Voilà, ça c'est un petit déjeuner classique. On peut rajouter du pain, du fromage et du jambon, par exemple. Ça fonctionne très bien, c'est rassasiant, ça vous apporte de bons acides gras, c'est parfait. Le déjeuner et le dîner suivant le modèle 4 quarts. Alors, le modèle 4 quarts, c'est quoi? C'est simplement un quart d'assiette avec des produits crus, un quart avec des crudités, un quart avec des légumes cuits, un quart avec des protéines et un quart avec ce qu'on appelle des féculents. Je vous montrerai des exemples d'assiettes juste après. Vous comprendrez ce que ça veut dire, ces assiettes 4 quarts. Le dîner, on essaye de le faire plus léger que le déjeuner, hein, d'où la collation qui peut être intéressante pour déjà un petit peu vous caler. Et on essaye de le faire plutôt végétarien. On essaye de respecter 3 à 4 heures entre les repas. Alors, c'est pour une raison très, très simple. C'est que votre système digestif, il est comme vous, il a aussi besoin de se reposer. Donc, si vous mangez en permanence ou si vous n'accordez pas suffisamment de temps entre les repas, bah, votre système digestif, il travaille tout le temps et donc il ne peut pas se reposer. Voilà. Tout simplement. On mange assis et dans le calme. Alors, ben voilà, hein, par exemple, on n'est pas en train de regarder un webinaire pendant qu'on est en train de manger. Ça, c'est pas une bonne idée. Ni son téléphone, ni son ordi, ni quoi que ce soit. Le principe, en fait, c'est d'être vraiment conscient et de manger, enfin d'être conscient de ce que vous mangez et puis de bien mâcher, de bien insaliver. Pourquoi? Parce que votre organisme, il va d'autant mieux digérer si vous êtes pleinement à ce que vous faites. Il va sécréter les sucs et les enzymes digestifs qu'il faut. Vous allez sentir le rassasiement au bon moment. Donc, vous êtes pleinement à ce qu'il faut. Si vous êtes en train de regarder, si vous êtes distrait par d'autres perturbations, ben, il est clair que vous mangerez moins bien, vous mangerez plus vite, vous mâcherez moins bien et vous risquez d'avoir des soucis digestifs dans l'après-midi ou dans la nuit, encore pire. Donc, mâcher, insaliver, comme je vous l'ai dit, hein, votre estomac, vos intestins, tout ça, ils n'ont pas de petites dents. Donc, les dents qui sont dans votre bouche, elles servent à mâcher, en plus d'avoir un beau sourire. On essaye de limiter la prise de boisson pendant les repas, toujours pour ce souci d'une bonne digestion. On va plutôt boire en dehors des repas. Alors, comme promis, quelques exemples d'assiettes 4 quarts. Est-ce qu'elles arrivent? Oui, voilà. Donc, une première assiette avec des épinards, vous voyez des petites crudités ici. On a du boulgour et du saumon. Une deuxième qui ressemble à peu près, sauf qu'ici les légumes, enfin si, il me semble que les courgettes étaient cuites. Voilà, on a à peu près le même principe avec un poisson, là c'est de la sardine. Alors là, on a quelque chose qui est végétarien, ce sont des falafels, mais l'accompagnement est toujours à peu près identique, hein, légumes, et puis des céréales. Ici, donc la saison des asperges avec des pommes de terre et du jambon cru. Alors des œufs, hein, pourquoi pas, 2 œufs mollets avec du riz, de la ratatouille, des petits pois. Ici, donc on a quelque chose de végétarien à nouveau avec des dés de sétan, de l'avocat, du riz et des carottes en lamelles. Plein de choses qui nous mettent bien en appétit à cette heure de déjeuner. Alors en hydratation, donc comme je vous le disais, de l'eau du robinet, ça ira très bien. Vous pouvez aussi prendre des eaux minérales. Alors là, c'est surtout des eaux minérales vraiment reminéralisantes, donc comme la Salvetta ou la Saint-Yor, hein, ce sont 2 exemples. Des eaux qui sont assez connues sur les ravitaillements des compétitions. On peut aussi les prendre en cas d'entraînement intense ou par forte chaleur ou avec beaucoup de sudation pour vraiment bien compenser les pertes minérales pendant l'entraînement ou la pratique. En termes de café, on essaye de ne pas trop forcer sur le café. Le café est plutôt acidifiant. Il ne va pas vous hydrater, il va plutôt vous déshydrater. Donc, essayez aussi le café décaféiné, donc plutôt à l'eau, idéalement. Hein. Donc, il existe des marques maintenant qui font de la décaféination à l'eau et pas aux produits chimiques, hein, c'est mieux. Essayez aussi les boissons de céréales. Alors, la plus connue, c'est la chicorée.
mais il existe plein d'autres boissons de céréales. Là, j'en ai mis un exemple en magasin bio, qui sont des choses à tester. Alors, bien sûr, ce n'est pas exactement le café, mais franchement, je trouve que ça limite pas mal. Et puis, ça permet de diminuer sa consommation de café. Je sais de quoi je parle. Moi, j'adore le café, mais c'est vrai que j'essaye de réduire grâce à cette consommation de boissons de céréales. Le thé vert, pas de problème. Alors, on ne va pas non plus en consommer des litres tous les jours, mais aucun souci, hein, avec ses vertus antioxydantes. Et les tisanes, là, on peut les consommer à volonté. Quant à l'alcool, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, donc on essaye d'en consommer de manière vraiment très raisonnable. Donc là, ce brave monsieur n'est pas très, très raisonnable, je pense. On essaye de consommer plutôt du vin rouge. Hein, ça, c'est vraiment l'alcool idéal, hein, inspiré du régime méditerranéen. Et on va le consommer plutôt en milieu de repas que sur un estomac vide. Alors, les protéines, hein, si on regarde les grandes familles de macronutriments, on essaye d'en avoir à chaque repas. Donc là, je vous donne quelques exemples. Je vous avais parlé du matin, on peut manger des oies, des oies. Enfin, on peut manger des oies, oui, si on veut, mais en l'occurrence, des noix ou des œufs, mais pas les oies. Du thym, donc vous savez, c'est de la purée de sésame. Ça, c'est une possibilité aussi. Ce sont des aliments qui sont riches en protéines. Le midi, un autre exemple, donc des sardines qu'on a vues dans une assiette tout à l'heure, ou du poulet, pourquoi pas. Le soir, donc comme je vous disais, on essaye plutôt végétarien. Donc là, ça peut être du tofu, ça peut être aussi des lentilles. Et en collation, puisqu'on n'oublie pas cette collation, là, on peut manger des fruits à coque, hein, des noix, des amandes. Ça peut être des graines aussi, comme par exemple des graines de tournesol ou bien des graines de chia si on mange un yaourt. On peut mettre des graines de chia dedans. Voilà, donc ça, c'est les protéines que l'on peut prendre à chaque repas. Dans la famille des protéines, et on va le développer par la suite, on va limiter les viandes rouges et les charcuteries. Pourquoi? Parce que ce sont des acides gras saturés qui vont avoir une tendance à favoriser les phénomènes inflammatoires. Donc, on va essayer de limiter. On n'est pas obligé de les supprimer, mais il faut les limiter et bien les alterner avec les autres sources de protéines intéressantes. Donc ici, le dessin est un dessin qui montre les protéines végétales avec leurs équivalences en quantité de protéines. Il faut savoir que, par exemple, dans 100 grammes d'escalope de poulet, on a environ 20 grammes de protéines. Ici, si vous voyez donc le sétan, qui est en fait un genre de, on va dire, un assimilé escalope de poulet, mais qui est fait à base de protéines de blé, ben vous voyez que pour 100 grammes, on a 26 grammes de protéines. Hein, donc, ce n'est pas négligeable. Après, c'est sûr, ce n'est pas les mêmes sources de protéines, mais malgré tout, on peut arriver à avoir un apport protéique grâce aux protéines végétales. Les glucides, alors là, c'est le grand mythe du sportif, la pasta party, je dois manger plein de glucides, plein de pâtes avant ma compétition. Alors, bon, ça, c'est un mythe, hein, honnêtement. Alors, bien entendu, on a besoin de glucides, qu'on soit sportif ou pas, mais on n'est pas obligé de se bourrer de glucides pendant sa pratique sportive. On peut avoir une consommation raisonnée, ne serait-ce que, vous voyez, ici, j'ai mis une illustration des lentilles. Les lentilles qui sont assimilées à des protéines végétales, bah, dans les lentilles, il y a aussi des glucides. Hein, donc, on n'est pas obligé non plus de se charger en pâtes à côté parce qu'on a mangé juste des lentilles. On essaye, dans une approche préventive et donc pour limiter les inflammations, d'avoir des aliments qui sont à index glycémique bas à modéré. L'index glycémique, en fait, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang. Plus l'index glycémique est élevé, et vous voyez, plus le pic va augmenter. Hein. Vous voyez le orange ici, en fait, c'est l'index glycémique du glucose. Donc, en gros, le sucre blanc. Quand vous mangez un carré de sucre blanc, votre glycémie monte très vite. Et donc, vous allez avoir une réaction de votre corps qui va faire sécréter de l'insuline par le pancréas pour vite faire rentrer ce sucre circulant dans vos cellules. Donc, du coup, plus le pic est élevé, plus la redescente va être rapide aussi. Ça va causer des hypoglycémies. Ces phénomènes d'hypo-hyperglycémie, hein, parce que quand on est en hypoglycémie, on a envie de remanger quelque chose de très sucré très vite. Ces phénomènes d'hypo-hyperglycémie à répétition sont des phénomènes qui sont inflammatoires, qui favorisent l'inflammation dans le corps. Donc pour ça, il faut essayer d'aller sur des aliments qui vont avoir un index glycémique plutôt bas à modéré. Alors comment, ou plutôt qu'est-ce qui diminue l'index glycémique? C'est d'avoir des fibres,
d'avoir du gras, d'avoir donc des aliments complets, hein, les fibres, des aliments qui ne sont pas transformés. Par exemple, entre une pomme à croquer et un jus de pomme, l'index glycémique va être nettement plus élevé dans un jus de pomme que dans une pomme. Donc ici, les aliments que j'ai mis sont des aliments qui ont un index glycémique bas à modéré. Alors, on garde quand même une notion de plaisir, évidemment. Le chocolat, bien entendu, est autorisé, mais vous avez conscience que plus on augmente dans les pourcentages de cacao, moins forcément il y a de sucre. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de manger du 95%. On dit qu'à partir de 70-75%, c'est déjà largement admissible comme pourcentage de cacao, donc comme quantité de sucre apportée à chaque fois qu'on mange du cacao, du chocolat. Alors, les lipides, on va essayer de favoriser déjà les lipides plutôt crus, donc des huiles crues, des purées d'oléagineux crus, du beurre cru. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, la transformation détériore finalement la qualité de ces acides gras ou carrément enlève certaines propriétés. Quand je prends l'exemple du beurre pasteurisé, il n'a plus du tout les mêmes propriétés que du beurre cru. Donc, il est intéressant d'aller plutôt vers du beurre cru que du beurre pasteurisé. Tout ce qui est acides gras qui contiennent des oméga 3. Donc, je pense par exemple à de l'huile de lin, à des graines ici, comme on les voit, les graines de lin, à des noix. Tout ça, c'est des aliments qui contiennent des oméga 3. Et en fait, les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur. Donc, si vous les faites chauffer, forcément, vous allez détériorer ces acides gras et vous n'aurez plus une belle qualité d'oméga 3 que vous pourriez avoir si vous les consommiez crus. Donc les oméga 3, j'en parle parce que vous savez qu'ils sont très importants pour la santé cardiovasculaire. Mais ici, ce qui nous intéresse particulièrement dans les oméga 3, c'est qu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc on va vraiment essayer de les rajouter dans l'alimentation, que ce soit des huiles, notamment, là j'ai mis un exemple, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de colza, l'huile de noix. Sachez que dans l'huile d'olive, il y a très peu d'oméga 3. Il y a surtout des oméga 9, alors c'est très bien aussi, ce sont des acides gras monoinsaturés, mais ce ne sont pas des oméga 3. On les retrouve aussi dans les poissons gras, dans les noix, pas beaucoup dans les amandes, les noisettes, mais dans les noix, oui, et donc dans certaines graines, comme les graines de chanvre ou de lin. On va essayer de limiter les acides gras saturés, j'en ai déjà un petit peu parlé, et les acides gras trans. Hop, je passe à la slide suivante. Alors, les acides gras saturés sont présents dans toutes ces bonnes choses. Les viandes, particulièrement les viandes rouges, les charcuteries, dans les produits laitiers, dans les charcuteries, dans les pâtisseries, dans l'huile de palme. Donc, on va essayer de limiter cette consommation d'aliments qui sont quand même souvent des aliments provenant de produits animaux. On va essayer aussi de limiter les acides gras trans qui sont présents en gros dans tous les produits transformés. Vous voyez que toutes ces bonnes choses, elles ne poussent pas sur les arbres ou dans la terre. Et puis, elles ne respirent pas. Ce sont des aliments qui ont été fabriqués dans l'industrie. Des biscuits industriels, des pâtes à tarte, de la margarine. Et oui, la margarine, très utilisée par les végétariens, en fait, elle n'est pas très intéressante sur le plan nutritionnel. C'est un produit transformé. Les biscuits apéro, les pâtes à tartiner, désolé, les barres de céréales aussi. Tout ça sont des produits qui potentiellement contiennent des acides gras trans qui, là aussi, vont favoriser l'inflammation. En alimentation préventive, donc je vous ai parlé de l'index glycémique, on va essayer de favoriser, donc d'éviter les aliments à index glycémique élevé et favoriser les aliments qui sont à index glycémique bas à modéré. Alors, quels aliments? Alors, vous voyez ici, j'ai mis quelques exemples. Index glycémique élevé, on a par exemple le pain blanc, le pain de mie ou les pâtes blanches, mais aussi par exemple les dattes, c'est hyper sucré, donc un sucre vraiment très très rapide. Bon, les choses plus faciles à imaginer, les bonbons ou les céréales sucrées. La pomme de terre est également un aliment avec un index glycémique élevé, surtout quand elle est sans la peau, surtout quand elle est sous forme de purée ou de frites. Dans les aliments à index glycémique moyen, on va retrouver les fibres, par exemple le pain complet ou les pâtes complètes. On va retrouver aussi d'autres fruits qui sont sucrés, mais un petit peu moins quand même que les dattes. Pardon. Et dans les aliments à index glycémique faible, là, on va trouver la famille des légumineuses parce que ce sont des ingrédients qui ont énormément de fibres.
On va retrouver les fruits à coque, parce que c'est des ingrédients qui contiennent du gras, hein, vous vous souvenez, les fibres, le gras. Beaucoup de fruits, hein, la plupart des fruits, la plupart des céréales complètes et la plupart des produits animaux. Donc là, quand on regarde uniquement l'index glycémique, les produits animaux sont parfaits, ce sont des aliments à index glycémique bas. On va aussi, dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, limiter la consommation de sel. Alors, les 2 premiers aliments auxquels il faut penser, les charcuteries, on le sait, mais les 2 premiers auxquels il faut penser, c'est le pain, les biscottes et les fromages. Là, c'est vite fait d'exploser son compteur en sel quotidien si on consomme régulièrement du pain et du fromage. Donc, comme moi, je le conseille plutôt au petit-déj, bah, c'est sûr que là, on va limiter après sa consommation de pain dans le reste de la journée et de fromage également. Produits laitiers de vache, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Ces produits laitiers de vache, il a été montré que d'une manière générale, ils favorisent l'inflammation. Donc on va essayer de les limiter, surtout quand on a tendance à faire des phénomènes inflammatoires comme des tendinites à répétition. Vraiment, je vous invite à limiter votre consommation de produits laitiers de vache. Et c'est valable également pour les produits qui contiennent du gluten. Donc je vous les ai listés ici. Tout ce qui est à base de blé, y compris le kamut et l'épeautre. Alors, un petit bémol sur l'épeautre, c'est souvent une variété ancienne de blé, surtout le petit épeautre. Vérifiez, c'est normalement marqué sur le paquet que ce sont des variétés non hybridées. Parce que ce n'est pas le gluten qui pose problème, c'est bien la mutation que le gluten a subie ces 50 dernières années qui pose problème. Notre système digestif n'a pas eu le temps de s'adapter et c'est ça qui cause ces phénomènes inflammatoires. Donc, qu'est-ce qui ne contient pas de gluten? Je ne l'ai pas mis, la slide. Donc, ce qui ne contient pas de gluten, évidemment, c'est tout ce qui n'est pas sur ces céréales. Donc, on va avoir le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, la patate douce, la châtaigne. Voilà, toutes ces céréales qui sont très intéressantes en plus sur le plan nutritionnel, beaucoup plus que des pâtes classico-classiques. Donc, dans votre alimentation préventive, maintenant anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous allez intégrer prioritairement? Alors, si vous aimez les épices et particulièrement le curcuma, le gingembre et la cannelle, allez-y, faites-vous plaisir. Ce sont des épices qui sont fortement anti-inflammatoires. Dans la famille des légumes, il y en a certains qu'on peut vraiment privilégier. Toute la famille des choux et particulièrement les brocolis sont fortement anti-inflammatoires. Les radis noirs le sont également, la famille des champignons aussi. Les fruits, et particulièrement les petites baies, donc comme les myrtilles, les mûres et les framboises, ont eux aussi un potentiel important anti-inflammatoire. Tout ce qui est famille des aliacées, les oignons, les ails, les échalotes, et puis les herbes, particulièrement le persil, le thym et le basilic, sont anti-inflammatoires. Les oméga 3, je vous en ai parlé, hein, donc vous vous souvenez des huiles. Les poissons gras contiennent également des oméga 3, donc particulièrement les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, harengs, sont des poissons qui sont intéressants. Le saumon, le thon aussi, ce sont les plus gros poissons qui peuvent potentiellement être plus pollués. Je vous invite à les consommer avec un petit peu plus de parcimonie. Par contre, sardines, maquereaux, etc., 2-3 fois par semaine, sans problème. Pour les plus courageux, au petit-déj, sans problème aussi. Les noix, les graines, on en a déjà parlé. Donc, les céréales complètes et les légumineuses pour leur côté fibres. Et puis, donc, limiter le gluten. Ah, ben les voilà, mes céréales sans gluten. Donc, qu'est-ce que j'avais pas cité? Le teff, le maïs, l'amarante, le tapioca. Bon, c'est des choses qu'on intègre dans l'alimentation, pas forcément de manière évidente. Par contre, donc, celles que j'avais citées, hein, c'est facile. Le riz, le sarrasin, le quinoa, c'est quand même facile à intégrer. Consommer également bio. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous ne consommez pas bio, forcément, vous vous exposez à plus de produits qui ne sont pas souhaités, des pesticides, des engrais, des additifs qui ne sont pas autorisés dans la bio. Ce sont des choses qui, consommées en excès, vont encombrer votre foie notamment, et donc globalement, votre système d'élimination va moins bien fonctionner. Là aussi, on est sur des choses qui peuvent favoriser des phénomènes inflammatoires. Alimentation locale et de saison, pourquoi vous me direz? Ben, c'est tout simplement que ce sont souvent des aliments qui contiennent beaucoup plus de nutriments.
Donc, vous prenez une tomate en hiver et une tomate en pleine saison comme actuellement. La tomate en pleine saison, en plus d'être meilleure, elle aura beaucoup plus de nutriments, de vitamines, de minéraux, de fibres que ne l'aura une tomate d'hiver. Annelise, Je... Oui, je pensais que le soja, bonjour, je pensais que bonjour. le soja était aussi à prendre avec précaution, pouvait être aussi un peu pro-inflammatoire. Alors, pro-inflammatoire, pas spécialement. Le soja doit simplement être consommé avec précaution chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les jeunes enfants et chez les personnes qui ont des antécédents personnels de cancer hormonodépendant. Avec précaution, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le consommer. Par contre, pour ce qui concerne l'inflammation, je n'ai pas connaissance d'un lien. Après, c'est comme tout, il ne faut pas consommer que du soja. Personnellement, j'adore tout ce qui est tofu et compagnie. Je pourrais en manger à tous les repas, mais je limite ma consommation à quelques fois par semaine pour justement avoir une alimentation qui soit variée. Ok, merci. De rien. Donc, une bonne hygiène au quotidien avec des écarts pour se faire plaisir et pour bien gérer son stress et ses émotions. Une alimentation qu'on appelle flexitarienne, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser le végétarisme, mais on ne s'interdit pas de manger des produits animaux qui apportent aussi des bonnes choses. On essaye de limiter le sel, le sucre raffiné et ajouté, tout ce qui est alimentation industrielle. On essaye d'aller vers des aliments qui sont index glycémique bas à modéré. Les produits laitiers de vache, le gluten, on essaye de les limiter sans toutefois les interdire complètement. Et puis, on fait attention à ce que l'on appelle l'équilibre acido-basique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'équilibre acido-basique parce que l'heure tourne. Sachez simplement que c'est quelque chose qui, l'acidose est quelque chose qui est très fréquent chez les sportifs. On essaye de limiter du coup les aliments qui vont favoriser cette acidose. Alors ça tombe bien parce que c'est des aliments qu'on a vus de toute façon juste avant qui sont plutôt pro-inflammatoires. Les viandes rouges, les fromages à pâte sèche, le sel. Et si par exemple on consomme une viande rouge, on essaye de tamponner avec beaucoup de légumes qui, pour le coup, sont des aliments qui sont plutôt alcalinisants. Donc, ils vont bien équilibrer votre balance, votre assiette acido-basique. Voilà, en 2 mots sur l'équilibre acido-basique. Voilà pour la partie alimentaire qui, bien entendu, est très importante. C'est pour ça que j'y ai passé pas mal de temps. Maintenant, on va rentrer rapidement dans le sommeil et le stress. Et puis ensuite, on va voir la complémentation. Alors, au quotidien, on essaye d'avoir un rythme le plus régulier possible, de faire des petites micro-siestes si possible. Voilà, comme le bébé qui est bien heureux. Pour un bon sommeil, on va essayer de dîner plutôt léger et végétarien et d'essayer d'éviter tout ce qui est alcool, sucre qui sont plutôt excitants le soir. Alors là, c'est pas une blague, hein. On essaie de manger du chocolat à plus de 80% de cacao en collation. Pourquoi? Parce que le chocolat contient des éléments qui vont favoriser un certain nombre de réactions qui, in fine, vont aboutir à la sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Donc, ils vont vous aider à bien trouver le sommeil. Donc, n'hésitez pas à vous faire une petite collation avec un petit peu de chocolat noir. Limiter l'activité physique en fin de journée, bah là, c'est parce que ça élève la température du corps et parce que ça excite. Hein. On a du mal quand on fait, par exemple, des fractionnés en fin de journée à trouver le sommeil rapidement. On va plutôt rester réveillé plus tard. Donc là, dans la mesure du possible, essayez de faire votre sport plutôt le matin ou en matinée ou, on va dire, vraiment dans l'après-midi. Essayez de vous coucher et de vous lever à horaires réguliers, de dormir dans une chambre où la température est basse, et puis d'avoir un petit rituel. La lecture, les respirations, avoir des huiles essentielles. Chacun trouve le petit rituel qui lui convient bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, d'avoir son petit rituel du coucher. Le cerveau intègre bien que bon, bah, ça y est, c'est le moment maintenant de passer dans la phase sommeil et puis d'arrêter le fonctionnement cérébral. Bien entendu, lumière bleue, hein, donc les écrans, les ondes, le réveil, c'est-à-dire regardez pas l'heure si vous n'arrivez pas à vous endormir ou si vous êtes réveillé la nuit, ça sert à rien, plutôt qu'à vous stresser. Voilà, soyez serein, pratiquez une respiration et retrouvez le sommeil.
Alors rapidement en nutrition du sommeil, donc je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure par rapport au cacao, vous voyez. Donc il y a des aliments qui favorisent la survenue du sommeil, la sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Ce sont donc les aliments qui contiennent du tryptophane. Ici, donc les fruits à coque, les viandes, les poissons, les œufs, les légumes secs, le lait et les produits laitiers. Donc il peut être intéressant d'intégrer ces aliments, notamment à votre repas de midi ou à la collation. Alors bien sûr, là, ce sera plus les fruits à coque ou les produits laitiers. Retenez également que tout ce qui inhibe la mélatonine sont donc le café, le thé, bien entendu, ça c'est connu, mais aussi le tabac et l'alcool, ainsi que certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou l'aspirine. Un petit mot par rapport à la respiration pour gérer votre sommeil, mais aussi votre stress. C'est d'ailleurs des choses que vous pouvez pratiquer aussi pendant votre pratique sportive ou en phase de récupération. Je vous invite à pratiquer la respiration ventrale. Donc, vous voyez un petit schéma qui illustre ici la différence entre la respiration thoracique, qu'on va sentir vraiment au niveau des côtes, et la respiration ventrale qu'on visualise complètement dans le ventre. Donc la respiration ventrale, elle favorise le sommeil, elle permet la détente, donc elle va vous permettre de trouver le sommeil aussi ou de vous calmer plus facilement. Un petit mot aussi sur la cohérence cardiaque. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Là aussi, elle est très calmante. Son objectif, elle est d'harmoniser le rythme cardiaque grâce à la respiration. Donc, vous voyez ici, ce sont des courbes qui ont monitoré de la respiration entre l'incohérence cardiaque et la cohérence cardiaque. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez chercher sur Internet quel est le principe, mais en gros, c'est d'avoir une respiration très régulière et de pratiquer cette respiration régulière au moins une fois par jour pour arriver à arriver à obtenir cette belle courbe, cette belle cohérence entre le rythme cardiaque et la respiration. Alors maintenant, quelques plantes en soutien du corps, toujours dans la prévention des blessures. Dans le système digestif, alors il peut être intéressant de faire une détox du foie, je dirais à minima une fois par an. Ça peut être intéressant aussi de faire une détox en sortie d'une compétition, quelle qu'elle soit. Ça va vous permettre d'éliminer vos déchets, les toxines, qui sont bien entendu plutôt pro-inflammatoires. Donc ici, on a des plantes très connues comme le radis noir et l'artichaut qui sont rassemblées dans le produit Chirazil qu'on va consommer durant 14 journées, puisqu'on a 14 petits flacons dans ce produit. Le drainage va vous permettre de bien faire fonctionner vos organes, d'améliorer votre état général. On a ici des plantes qui vont travailler sur tout le système digestif. Vous voyez qu'on retrouve l'artichaut, mais on a aussi d'autres plantes qui vont travailler sur le reste du système digestif. Ces plantes donc, sont rassemblées dans un complexe qui s'appelle Drainazor. Donc là, on peut faire une cure soit juste après la détox du foie, donc le Chirazil, soit on peut faire une cure pour améliorer son état général. Donc, par exemple, quand on rentre dans une phase d'entraînement, on peut dire tiens, je fais un petit drainage, ça va améliorer le fonctionnement de mes cellules. Pour protéger sa flore intestinale, qui peut être vraiment mise à mal par une pratique sportive intensive, là, la consommation de probiotiques est vraiment intéressante. Ici, le produit de Soria rassemble des pré- et probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont les bactéries qui colonisent vos intestins. Et les prébiotiques, ce sont en fait des fibres qui permettent de nourrir les bactéries. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient coloniser les intestins avec des bactéries et puis en plus, on leur apporte à manger. Comme ça, on est sûr qu'elles restent en bonne santé. Ici, ce produit contient également des enzymes digestives donc, qui permettent d'améliorer la digestion. Ensuite, des produits, donc toujours dans la prévention, qui permettent de travailler sur la forme, l'énergie et le sommeil. Donc, une plante qui est un ginseng, donc, qui s'appelle l'éleutérocoque, qui permet de s'adapter, donc de mieux résister à la fatigue, de mieux récupérer, qui stimule l'immunité également, qui augmente la VO2 max. Donc, l'éleutérocoque, retenez ça, un type de ginseng, le ginseng de Sibérie. Alors, la spiruline, on ne la présente plus. Elle permet d'améliorer le niveau d'énergie. Elle permet aussi de travailler l'endurance. C'est une plante qui est également antioxydante et anti-inflammatoire. Pour l'endormissement, un petit mot, ça peut être important d'avoir un petit coup de pouce quand on a des problèmes passagers de sommeil. Ici, on a un complexe qui rassemble des plantes qui vont à la fois favoriser l'endormissement,
notamment les Scholzia, mais également qui vont favoriser un repos réparateur pendant toute la nuit. Donc avec les autres plantes, c'est un complexe vraiment intéressant parce qu'il est très complet et il permet de traiter un petit peu tous les problèmes en lien avec le sommeil. En ce qui concerne des carences ou un déséquilibre au niveau acido-basique, alors là, il y a une plante qui est très intéressante, c'est l'ortie, qui permet de reminéraliser les tendons, mais aussi les articulations, les os, grâce à la silice qu'elle contient. Donc, elle permet aussi de limiter les risques de tendinite. Quand on a des problèmes de déséquilibre acido-basique, vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué, et bien là, d'avoir recours à la luzerne peut être très intéressant. C'est une plante qui est hyper reminéralisante, qui a aussi un côté anti-inflammatoire, donc qui sera très intéressante dans les cas d'acidose. Et puis, donc, vous vous souvenez également, je vous en ai parlé, les oméga 3 et particulièrement les EPA et les DHA, les EPA, pardon, sont anti-inflammatoires. Les DHA concernent une autre partie. Donc, ça permet de lutter contre les inflammations chroniques. Et là, j'encourage vraiment à en consommer si on ne consomme pas d'oméga 3 alimentaire et notamment si on ne consomme pas de poisson gras. Il est vraiment intéressant de se supplémenter en oméga 3 quand on est sportif. En micronutrition, alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de tout ça. Il faut savoir qu'on a des besoins accrus quand on est sportif et donc il faut vraiment faire attention à son statut en micronutriments. Ici, je les ai listés. Alors, il ne s'agit pas de prendre du fer, par exemple, à tout va parce que l'excès de fer est pro-inflammatoire. Mais quand on est carencé, évidemment, on ne va pas bien fonctionner. Donc, il est important de bien vérifier tout ça. J'ai simplement détaillé le magnésium parce que même quand on n'est pas sportif, on est carencé. Et quand on est sportif, on surconsomme du magnésium. Donc, en tant que sportif, vous avez tout intérêt à consommer du magnésium. Il sert à plein de choses, le magnésium. Donc, vraiment, vraiment, j'insiste. Donc, vous voyez les aliments dans lesquels le magnésium se trouve. Et on trouve aussi des compléments alimentaires. Donc, faites bien attention quand vous achetez des compléments alimentaires de magnésium. Là, je vous ai listé les 3 sels qui sont intéressants, malate, citrate, bisglycinate. On ne les trouve pas toujours en complément alimentaire. Et vérifiez qu'il y a bien au moins l'un des 2 cofacteurs d'assimilation, la vitamine B6 et ou la taurine, pour être sûr que quand vous prenez un complément de magnésium, il ne va pas finir direct dans les urines, que vous allez bien le fixer. Sinon, ça ne sert à rien de prendre de compléments alimentaires. Alors, rapidement, je vais vous parler de 3 types de blessures. Les tendinites, les crampes et les fractures de fatigue. Ce sera surtout de fatigue dont je vais parler, qui sont des blessures courantes. Évidemment, je ne pouvais pas parler de tout, mais vous verrez que je donne déjà 2 petits conseils là pour gérer tout ce qui est douleur et anti-inflammatoire. Alors, donc de manière générale, pour tout type de blessure, dès qu'on a une blessure inflammatoire, il est intéressant de se supplémenter en curcuma, même si vous l'avez ajouté déjà dans votre alimentation. Là, c'est une dose qui est nettement plus importante et qui est plus chargée en curcuminoïdes, le principe actif du curcuma. Le curcuma est un anti-inflammatoire articulaire, tendineux, mais aussi digestif. Donc, typiquement pour les personnes qui ont des problèmes d'intestin irritable, de maladie de Crohn, par exemple, il peut être vraiment intéressant sur le long cours de consommer du curcuma. Il faut savoir qu'il n'agit pas forcément très vite. C'est pas vous le prenez et puis tout d'un coup l'inflammation a disparu, mais de le prendre de manière régulière sur le long cours peut vraiment apporter un mieux-être. Autre plante anti-inflammatoire très intéressante et à retenir, la griffe du diable, autrement nommée Harpagophytum. Alors celle-ci, je la conseille dans tout ce qui est problèmes inflammatoires, donc en IT, tendinite, bursite, synovite, etc., etc., mais aussi dans les problèmes d'arthrose, en tout cas dans les poussées d'arthrose, les problèmes de lumbago. On est vraiment sur quelque chose d'anti-inflammatoire puissant qui va agir nettement plus vite que le curcuma. Et alors, donc là, on est encore crescendo dans la rapidité et dans le potentiel anti-inflammatoire. Le cassis a un effet cortisone-like, c'est-à-dire qu'il va agir comme la cortisone. Alors, il est très utilisé dans les réactions allergiques, où là, c'est un emballement du système immunitaire, mais il va aussi agir dans les problèmes inflammatoires. Donc, typiquement, on peut avoir recours à du cassis pour éviter de prendre des anti-inflammatoires. Donc, bien sûr, on va adapter la dose et la prendre de manière assez importante, mais c'est possible de se passer d'anti-inflammatoire en prenant du cassis.
Toujours dans la douleur, donc là, il existe un complexe chez Soria qui est très intéressant à essayer. Donc, il va contenir de l'arpagophytum pour le côté anti-inflammatoire et 2 plantes, donc la reine des prés et le saule. Donc, la reine des prés a des propriétés anti-rhumatismales, mais surtout anti-inflammatoires. Elle contient des dérivés salicylés, donc identiques à ce qui est contenu dans l'aspirine. Le saule, lui, a les mêmes propriétés. Hein, il contient aussi des dérivés salicylés. Donc, en fait, on a ces 3 plantes-là dans ce produit où on va avoir le côté à la fois antidouleur et anti-inflammatoire. Alors, exemple maintenant avec les tendinites. Donc, les points à vérifier quand vous avez une tendinite. Est-ce que je bois suffisamment? Est-ce que je suis en déséquilibre acido-basique? Donc là, vous pouvez tester ça grâce à du papier pH. Vous allez mesurer le pH sur votre urine. Si c'est le cas, si vous trouvez en acidose, il est très important de limiter tous les aliments qui ont un indice PRAL, donc qui permet de mesurer le niveau d'acidité, le potentiel d'acidité de cet aliment. Donc, on va limiter ces aliments qui ont un index PRAL élevé. Vérifier la sûreté dentaire, hein, vous vous souvenez. Et puis, en conseil de prise en charge, donc on va aller sur des plantes anti-inflammatoires, comme je les ai présentées, curcuma, arpagophytum. Un reminéralisant, bah oui, parce que probablement qu'on est en état d'acidose, donc du coup, bah, il est possible que vous ayez été un petit peu déminéralisé pour tamponner cette acidité. Donc, on va essayer de reminéraliser vos tendons avec de l'ortie. La luzerne, si on est en acidose. Et puis, on va glacer, on va faire des cataplasmes d'argile verte. Et puis, on va recourir aux huiles essentielles anti-inflammatoires. La Golterie, l'eucalyptus citronné, c'est vraiment les anti-inflammatoires les plus puissantes et les plus connues, l'une ou l'autre. Et quand votre tendon est moins en phase inflammatoire et plus en phase de guérison, n'hésitez pas à recourir à la citronnelle qui va vous permettre de cicatriser au mieux. Donc toujours en huile essentielle, bien sûr. Alors, les crampes, la plupart du temps, sont dues à un effort inhabituel qui est trop intense, trop prolongé. Les conditions sont souvent une température trop chaude, on s'est mal alimenté, on s'est mal hydraté, hein, ça c'est la cause la plus connue. Tout ça épuise le glycogène musculaire qui va accumuler de l'acide lactique principalement dans le muscle, mais pas que de l'acide lactique. On a aussi un déficit veineux, des chaussures trop serrées ou un stress inhabituel qui vont être des causes de crampes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces crampes ou en tout cas les traiter? Bien entendu, un étirement, mais toujours en douceur. N'oubliez pas que l'étirement ne doit pas faire mal. On va glacer parce qu'en fait, on va provoquer une vasoconstriction. Donc, ça va permettre de calmer la tension sur les muscles. On va masser, alors si on a accès à de l'huile essentielle, alors là, ça marche du feu de Dieu. Vous massez pendant quelques minutes avec de l'huile essentielle de Golterie couchée ou odorante. Ça marche vraiment nickel. Bon, le truc, c'est que bon, quand on fait du sport, on n'a pas forcément son flacon d'huile essentielle avec soi, mais voilà, à tester. Et puis, un massage plus complet que vous pourriez faire aussi en prévention ou avant un exercice physique si vous savez que vous êtes sujet aux crampes. Donc, vous voyez, je vous ai mis un mélange. Donc, les chiffres qui sont entre parenthèses, ce sont le nombre de gouttes. Donc, de la Golterie, du romarin coffre, du basilic tropical, de la mandarine. Et donc, vous allez rajouter ça dans un flacon de 10 millilitres et vous complétez avec de l'huile vierge, de l'huile végétale d'arnica. Voilà, contre-indication, tout ce qui est prise d'anticoagulants et hémophilie, ça c'est à cause de la Golterie couchée. Conseil de prise en charge, alors on continue avec les crampes. Donc là, une tisane préventive. Donc je vous ai mis la camomille, de la passiflore, de l'achillée millefeuille, du gingembre, du curcuma râpé. Vous pouvez vous faire une tisane dont vous faites 1 litre. Vous pouvez consommer 3 à 4 tasses par jour pendant 10 jours. C'est une tisane qui va vous aider à prévenir l'apparition de crampes. Quand on a des crampes, on a souvent aussi un déséquilibre entre 3 minéraux qui sont très importants, calcium, potassium, magnésium. Donc là, vous trouvez des aliments qui sont riches en ces 3 nutriments-là que vous pouvez intégrer sans problème à votre alimentation. La banane, les lentilles, les pois chiches, les germes de blé et les épinards. N'hésitez pas à consommer ces aliments régulièrement si vous êtes sujet aux crampes. Et enfin, je vais terminer par les fractures de fatigue. Alors là, ce sont des fractures qui surviennent sur des terrains
qui sont déminéralisés, des terrains d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Également, donc, dans le cadre d'une activité qui a été trop intensive, un surentraînement, ou l'augmentation d'activité qui n'a pas été assez progressive. Vous vous souvenez, j'avais parlé de progressivité. Un matériel qui n'est pas adapté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est sujet à une fracture de fatigue? Alors déjà, le repos. Si on a une fracture de fatigue au pied, donc les métatarses ou au tibia, c'est ce que l'on rencontre assez souvent, enfin, le plus souvent en tout cas dans les fractures de fatigue. Donc là, pas de charge pendant un petit moment, de manière à ce que ces micro-fissures se reconstituent le plus naturellement possible. En alimentation, on va forcer sur ce qui est riche en oméga 3, ce qui est riche en calcium et ce qui est riche en vitamine D. Ce sont des nutriments qui vont vous permettre de reconstituer votre os le plus rapidement possible. Donc, des poissons gras, les sardines, les anchois, les huîtres aussi, pourquoi pas, les maquereaux, qui sont riches en calcium et en vitamine D. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'aliments riches en calcium. Alors, vous voyez que je n'ai pas parlé des produits laitiers, parce qu'il y a plein d'alternatives intéressantes aux produits laitiers. Des graines, sésame pavot, les figues, les algues, les épinards, les haricots rouges et d'autres légumineuses, mais particulièrement les haricots rouges. On peut aussi recourir à des compléments alimentaires, donc du lithotame, de l'aragonite, de la poudre de perle. En fait, ce sont des algues qui sont riches, enfin en tout cas pour le lithotame, qui est riche en silicium organique, en calcium, en magnésium, donc qui vont vous aider à bien vous reminéraliser et à bien fixer le calcium. De la gémothérapie, donc séquoia, pain à crochet, sont deux exemples. Et donc, en termes de plantes, voici ce que je vous conseille. Donc, des plantes qui sont riches en silice, comme l'ortie ou la prêle, elles vont vous aider à bien reminéraliser l'os. La luzerne, vous vous en souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, elle permet de toujours gérer l'équilibre acido-basique qui peut être la cause de l'ostéoporose. Et donc qui vont vous permettre de bien reminéraliser vos os. Et puis, donc, ce qui est chouette, là, c'est que les laboratoires Soria ont fait un produit qui est vraiment destiné aux os, à la reminéralisation et à la limitation de la dégradation des os. Il s'appelle Ostéocomplexe et il contient exactement ce qu'il faut, du calcium, de la vitamine D qui va aider à fixer le calcium, et puis de la vitamine K2, MK7 qui là aussi va aider à bien fixer le calcium, en tout cas là où il faut, pas dans les artères, mais plutôt dans les os. Voilà, donc c'est un produit vraiment qui est à consommer en prévention d'ostéoporose, en traitement d'ostéoporose ou dans le cas de fractures, qu'elles soient des vraies fractures ou des fractures de fatigue. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Alors, je n'ai pas tenu les 45 minutes là, promises, mais par contre, on est encore dans les 1 heure. Il nous reste quand même quelques temps. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et puis j'y répondrai avec plaisir. Je voulais te remercier, Anne-Lise. C'est vrai que quand j'ai vu ton PowerPoint hier, je me suis dit, oh, ça passera très vite, ça passera très vite. Et non, finalement, c'est plus d'1 heure. Il était quand même très, très complet. Et Oui. ce qui est effectivement nécessaire quand on veut parler d'un sujet tel que les blessures qui peuvent être tellement variées. Je voulais profiter aussi, en attendant qu'il y ait peut-être des questions dans le chat, je voulais juste aussi rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que sur le site Soriavie, il y a un blog sur lequel on met régulièrement des articles et nous avions sorti il y a un ou deux ans un protocole sportif qui pouvait aider surtout les personnes qui commencent à nouveau l'entraînement et aussi pour préparer des compétitions. Donc, ça peut aider des personnes à partir tout de suite sur de bonnes bases. De toute façon, tu l'as bien dit, la bonne alimentation, tu l'as dit vraiment en préambule et c'est ce qui me paraît hyper important. L'alimentation, une alimentation équilibrée, c'est toute l'année. Par contre, c'est évident que à certains moments, sur un exercice sportif beaucoup plus intense, l'alimentation peut ne pas suffire. Et donc, quelquefois, pour limiter le risque de blessure, on peut avoir recours à des compléments.
voilà, tels que tu les as expliqués. Mais vraiment, l'alimentation au quotidien, c'est primordial. Primordial. Pas juste un mois avant une compétition ou juste un petit peu avant l'été parce qu'on veut se remettre au sport. Ça tient à l'équilibre général de l'organisme. Oui, Alors, absolument. voilà. Je vois qu'il y avait des questions. La première question, tu nous donnais envie quand tu étais allongé sur ton tronc de bois qui était taillé. Quelqu'un nous a demandé d'où a été prise cette belle photo. Voilà. Alors, la photo était prise sur les contreforts du Grand Ballon, en fait, enfin, au-dessus de la vallée de Tannes, voilà, de ce Ok. côté-là. Merci de cette info. Super chouette. Ça nous a bien fait rêver, surtout qu'ici, il fait un temps de… C'est pas trop ça, ouais, effectivement, je On va confirme. s'installer dehors dans la nature, sous le soleil. Voilà, c'est ça. Alors, on me demande s'il y a des contre-indications au dologène. Dologène. Alors, oui, il y en a. Déjà, il y a une règle pour le dologène, c'est absolument de le prendre systématiquement pendant des repas. Et on évite de le donner lorsqu'il y a des ulcères. Au niveau de l'estomac, ça pourrait être un petit peu irritant. Et comme il y a la présence de saule et de reine des prés, c'est légèrement fluidifiant aussi. Voilà, en gros, je vais revérifier quand même si j'en ai oublié d'autres. Non, oui, j'aurais dit ça moi aussi. Mais... Dologène, une souffrance d'allergie, oui, dérivés salicylés. Et bien sûr, comme c'est fluidifiant, en général, on évite de le donner aussi aux femmes enceintes ou allaitantes. Voilà, ça fait partie des petites règles. Je parcours les autres questions. Donc oui, le protocole sportif se trouve sur le blog du site Soriavi. Mais il faut revenir un petit peu en arrière parce que je pense qu'il date d'il y a 1 ou 2 ans quand même. Sachez aussi que sur le site Soriavi, il y a un blog et donc il y a des articles vraiment sur différents thèmes qui vont peut-être vous aider aussi au quotidien à répondre à certaines de vos problématiques. De même que tous les webinaires que Anne-Lise ou Anne-Dominique, les deux naturopathes qui nous font des webinaires, tous ces webinaires, vous pouvez tous les revoir ensuite en replay sur la chaîne Soriavi, tout simplement sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'à certains moments, certains slides étaient extrêmement intéressants, surtout pour toute la part d'alimentation, quand on essaye de faire très attention à éviter certains aliments ou au contraire à favoriser certains aliments. N'hésitez pas à avoir recours au replay pour vraiment être dans une bonne hygiène alimentaire. Alors, il y a une autre question. Peut-on donner à un enfant post-fracture du bras, de l'ortie? Oui, bien sûr, sans aucun problème. En fait, l'ortie, on peut la donner déjà à partir de 3 ans, si on le souhaite. Et c'est pour les enfants, souvent on dit c'est une demi-dose, un demi-millilitre, mais le plus simple pour les enfants, c'est de donner 1 goutte par kilo de poids corporel. Donc, si l'enfant, par exemple, je vais dire n'importe quoi, si l'enfant fait 15 kilos, on donnera 15 gouttes par jour. L'idéal, c'est de le répartir. Et sinon, l'autre solution que tu as aussi très bien présentée, c'est l'ostéocomplexe que l'on peut donner également aux enfants. Les doses sont bien indiquées, on l'adapte en fonction de l'âge. Voilà, une personne nous dit, j'ai surtout retenu le cassis. Oui, alors on parle bien dans nos extraits fluides de feuilles de cassis qui sont effectivement extrêmement anti-inflammatoires ou anti-allergiques. Et c'est une alternative pour des personnes qui sont amenées quelquefois à prendre sur du long terme de la cortisone.
Ça peut être sur la fin, quand on essaye d'enlever cette cortisone, de passer sur quelque chose qui est beaucoup moins nocif et qui peut être pris sans aucun danger parce que vraiment c'est une plante extrêmement intéressante qui a aussi une visée diurétique et qui sera aussi bonne pour tout ce qui est circulatoire. Mais les feuilles sont vraiment l'effet à retenir, c'est son action anti-inflammatoire. Effectivement, quand on souhaite dans tous les cas travailler à un bon entraînement, soyez très très vigilants. C'est dommage, on n'a pas pu tellement rentrer dans le détail de l'équilibre acido-basique. De toute façon, je ne sais plus, il y a quelque chose qui est prévu, je ne sais plus si c'est un article ou un article. Mais ça fait l'objet de vraiment un sujet complet, cet équilibre acido-basique. Et c'est extrêmement important, d'autant plus pour les sportifs qui font du sport à haut niveau. Je pense que tu peux confirmer. Je confirme. C'est à surveiller. C'est vraiment à surveiller. C'est des bandelettes que vous pouvez trouver ou en pharmacie ou en magasin. Ne prenez pas la première urine du matin parce que celle-là sera de toute façon très acide. Prenez l'urine suivante. Et ça vous permettra un petit peu de vous situer et de voir à quel point il va peut-être falloir changer déjà rien que l'alimentation et éventuellement même de complémenter. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Anne-Lise ? Écoute, non, j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis à dispo pour répondre aux questions, mais c'est vrai que je pourrais bien sûr en parler encore des heures, mais je crois qu'il va falloir être raisonnable. Un grand merci à Anne-Lise, ça a été très très complet. Et un grand merci aussi à ceux qui nous ont écoutés en direct et puis à ceux qui prendront la peine d'écouter ce webinaire par la suite en replay. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et le sport, c'est la vie. Donc, mettez-vous-y, mais raisonnablement, sans aller dans la douleur et dans les blessures. Voilà. Belle journée à vous. Merci. Merci. Belle journée à tout le monde.